La famille qui a bâti un empire sur la douleur. Je ne sais pas comment elle peut vivre avec elle-même. La pire famille d'Amérique. Le crime du siècle. Tous ces titres concernent une famille qui peut, à juste titre, être décrite comme l'une des pires au monde, bien qu'elle figure sur la liste des 50 familles les plus riches des États-Unis, et qu'elle soit un généreux bienfaiteur depuis des décennies, qui a fait de nombreuses donations. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons les incroyables machinations de la famille Shackler, et nous vous montrons comment leur cupidité a provoqué l'une des plus grandes crises sanitaires de notre époque, qui a coûté la vie à des centaines de milliers, voire des millions de victimes à ce jour, et pourquoi ils pourraient s'en tirer à bon compte. Tout a commencé en 1952, lorsque 3 frères, Arthur, Raymond et Mortimer Shackler, âgés de 30 à 40 ans, travaillaient comme médecins dans un hôpital de la ville de New York. Déjà à l'époque, Arthur en particulier gagnait beaucoup d'argent en plus de son travail de médecin en vendant des médicaments pour des sociétés pharmaceutiques. À un moment donné, cela donnait aux 3 frères l'idée qu'ils pourraient diriger eux-mêmes une entreprise pharmaceutique. C'est ainsi qu'ils ont racheté la petite entreprise pharmaceutique Purdue Frederick avec l'intention de la transformer complètement. À l'époque, Purdue Frederick ne produisait que des médicaments mineurs, tels que des laxatifs, et était en crise depuis des années. Cependant, les 3 frères ont senti qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent dans un autre domaine, la douleur. Au cours des décennies suivantes, ils ont axé l'entreprise sur la vente d'analgésiques, gagnant des millions au passage. Puis, à la fin des années 80, Arthur est décédé, et peu de temps après, il s'est produit un événement qui allait changer à jamais Purdue Pharma, comme l'entreprise était désormais connue. Le brevet du médicament le plus populaire de l'entreprise a expiré et les ventes se sont effondrées. Mais la famille Shackler avait déjà une idée. Elle a immédiatement mis au point un nouveau médicament, l'Oxycontin, et a déposé une demande de brevet. Ce fut le début de l'une des plus grandes crises de l'histoire des États-Unis. L'Oxycontin est un analgésique extrêmement puissant, un soi-disant opioïde. Les opioïdes se lient aux récepteurs opioïdes du cerveau et soulagent ainsi la douleur. Cependant, après un usage répété, le cerveau s'habitue tellement aux opioïdes que les gens en deviennent rapidement dépendants et éprouvent des symptômes de sevrage s'ils n'en prennent plus. Ils doivent également augmenter la dose au bout d'un certain temps, ce qui accroît le risque d'insuffisance cardiaque et d'overdose au fil du temps. C'est pourquoi les analgésiques de cette puissance ne devraient être administrés que pour de courtes périodes et dans des circonstances médicales exceptionnelles. Mais la famille Shackler n'en avait cure, car elle voulait gagner des milliards et avait un autre plan. Elle voulait que des millions d'Américains prennent leurs médicaments tous les jours, malgré tous les risques d'accoutumance et de surdosage. Pour y parvenir, ils ont élaboré un plan en 3 étapes. La première étape consistait à faire approuver l'Oxycontin. Cela était très facile, car ils avaient déjà de très bons contacts avec la FDA, Food and Drug Administration, l'autorité américaine en matière de médicaments. Ils se sont notamment assurés qu'un certain fonctionnaire de la FDA était chargé de la procédure d'approbation de leurs médicaments, un homme du nom de Curtis Wright. Curtis Wright a joué un rôle déterminant dans l'approbation de l'Oxycontin. Sous sa direction, l'Oxycontin a été approuvé en tant que substitut opioïde prétendument sûr, avec l'affirmation trompeuse que le risque de dépendance était faible, minimisant ainsi délibérément le médicament Oxycontin qui crée une forte dépendance. Cette affirmation reposait sur des données douteuses et n'était rien d'autre qu'un mensonge fatal, mais qui était destiné à rapporter énormément aux Shackler et à Curtis Wright, qui est passé à Purdue Pharma pour beaucoup d'argent peu de temps après l'approbation de l'Oxycontin. La deuxième étape était encore plus insidieuse. Après l'approbation de l'Oxycontin, les Shackler ont lancé l'une des campagnes publicitaires les plus audacieuses de l'histoire du marketing. Dans cette campagne, ils ont publié des témoignages d'utilisateurs d'Oxycontin qui disaient tous à quel point leur vie s'était améliorée grâce à l'Oxycontin. I got my life back now. Now I can enjoy every day that I live. I can really enjoy myself. And before, even a good day was hell. Bien entendu, ils ont omis de mentionner que l'Oxycontin créait une forte dépendance et les gens ne semblaient pas se rendre compte à l'époque qu'ils étaient en fait déjà dépendants du médicament. L'un des témoins a déclaré au Milwaukee Journal, des années plus tard, lors d'une interview, because I could no longer afford it, but that time that I went without it was probably the most unbelievable, excruciating, horrible time of my life. The withdrawals were just unbelievable. En fait, les campagnes de marketing sont devenues encore plus effrontées.
Dans d'autres publicités, Purdue Pharma a même fait de fausses déclarations sur le potentiel de dépendance de l'Oxycontin. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. Ce n'était qu'un mensonge et l'un des nombreux exemples des activités publicitaires totalement contraires à l'éthique de Purdue Pharma. Des documents judiciaires publiés en 2019 ont révélé que Purdue Pharma connaissait à l'époque le potentiel de dépendance de l'Oxycontin et qu'elle s'est même appuyée sur cette information pour rendre les patients dépendants. Mais le véritable coup de théâtre s'est produit à l'étape 3. L'Oxycontin étant un médicament délivré sur ordonnance, les Sackler savaient qu'ils avaient besoin de médecins capables de prescrire leur analgésique. Les Sackler et leur société ont donc lancé l'une des campagnes de vente les plus agressives de tous les temps. Ils ont recruté des centaines de représentants commerciaux dont le travail consistait à convaincre les médecins libéraux et les médecins hospitaliers de prescrire l'Oxycontin à leurs patients aussi souvent que possible en leur offrant des commissions lucratives. À cette fin, ils ont même réalisé des vidéos de vente pour les médecins dans lesquelles de prétendus experts déclaraient que l'Oxycontin était totalement inoffensif et extrêmement efficace et tentaient d'écarter toutes les objections à l'encontre de l'analgésique. And so these drugs, which I repeat are our best, strongest pain medications, should be used much more than they are for patients in pain. Bien entendu, les Sackler ont également dû motiver le personnel de vente à se donner beaucoup de mal pour convaincre les médecins. À cette fin, les vendeurs qui atteignaient certains objectifs de vente recevaient des primes telles que des montres de luxe, des vacances de luxe ou même des croisières, des incitations qui montrent à quel point la mentalité était extrême chez Purdue Pharma. Mais rien n'illustre mieux l'absurdité de la culture commerciale de l'entreprise à la fin des années 90 que cette vidéo d'un événement organisé en 97 dans laquelle le directeur commercial interprète avec euphorie une chanson de vente spécialement écrite pour ses employés. À l'époque, Michael Anderson était l'un des vendeurs de l'entreprise. Il a même reçu le prix du meilleur vendeur de l'année chez Purdue Pharma et a également convaincu de nombreux médecins de sa région de prescrire fréquemment de l'Oxycontin sans tenir compte des risques liés aux médicaments. Jusqu'au jour où il s'est arrêté au cabinet d'un médecin avec lequel il avait négocié un contrat et a remarqué un nombre inhabituel de personnes traînant sur le trottoir devant le cabinet, apparemment en attente d'une prescription d'Oxycontin. Il a donc remarqué l'escalade. Après que l'Oxycontin ait été prescrit à grande échelle aux patients souffrant de douleurs, il n'a pas fallu longtemps pour que des millions de personnes aux États-Unis deviennent dépendantes de ce médicament. Le marché noir s'est alors développé et de nombreux patients se sont rapidement tournés vers d'autres opioïdes en raison du coût élevé de l'Oxycontin. Dans les années 2000, l'Oxycontin et d'autres opioïdes, en particulier l'héroïne, se sont répandus rapidement et le nombre de décès dus aux opioïdes a augmenté à un rythme alarmant. Quelques années plus tard, un opioïde encore plus dangereux, le fentanyl, est apparu sur le marché et s'est rapidement répandu. La crise bat toujours son plein et des dizaines de milliers de personnes meurent chaque année aux États-Unis d'une overdose d'opioïdes. Cette crise a été provoquée par nul autre que les Sackler, dont l'avidité impitoyable, la publicité mensongère et le développement agressif d'un réseau de médecins ont conduit des millions de personnes à tomber dans une dépendance qui met leur vie en danger. Mais ce n'est pas tout. Des courriels rendus publics plus tard montrent même que Richard Sackler, le directeur de Purdue Pharma à l'époque, a délibérément tenté de rejeter la responsabilité sur les patients et les toxicomanes. Il a écrit « Nous devons frapper les abuseurs par tous les moyens possibles ». Il voulait répandre l'idée qu'ils étaient responsables de leur dépendance. Une stigmatisation qui, aujourd'hui encore, est associée à de nombreux toxicomanes. Bien entendu, les Sackler savaient que ce qu'ils faisaient était tout à fait contraire à l'éthique. Ils ont donc commencé très tôt à prendre d'autres mesures pour améliorer l'image de leur famille afin de réduire leur rôle dans la crise des opioïdes. Dans les années 80, la famille a commencé à collectionner des œuvres d'art afin d'être perçus non seulement comme des entrepreneurs pharmaceutiques, mais aussi comme des collectionneurs d'art. Elle a également commencé à faire de généreuses donations aux plus grands musées du monde, toujours avec le plus de publicité possible.
Leurs dons ont même conduit à la création de l'aile Shackler au Louvre. Les Shackler ont également fait don de nombreux hôpitaux et établissements médicaux qui ont ensuite été marqués du nom de leur famille. Tout cela dans le but de détourner l'attention des affaires louches qui se cachent derrière leur succession et de sauver leur réputation. Mais c'est en 2007 que la première action en justice a été intentée. Purdue Pharma a été jugé pour ses campagnes de marketing trompeuses et a fini par payer plus de 600 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais les Shackler ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à garder le nom de leur famille en dehors du procès. Mais cela n'a pas duré. Dans les années qui ont suivi, des centaines de personnes ont intenté des procès contre Purdue Pharma et les Shackler, et la famille a été contrainte de rendre compte publiquement de ses actions devant les tribunaux à plusieurs reprises. La procédure a duré des années et s'est finalement achevée prématurément en 2023. Le tribunal est parvenu à un accord prévoyant que les Shackler paieraient une amende de 6 milliards de dollars. En contrepartie, tous les membres de la famille bénéficieront d'une immunité totale concernant leur implication dans Purdue Pharma. Par conséquent, il ne serait plus possible à l'avenir de les poursuivre en ce qui concerne l'Oxycontin. En 2024, cependant, la Cour suprême a jugé que cette décision n'était pas équitable. Les réactions ont été mitigées. De nombreuses parties lésées étaient heureuses car elles considéraient que la décision était trop clémente. La fortune personnelle des Shackler est estimée à 12 milliards de dollars, de sorte que la sentence les maintiendrait milliardaires et qu'ils n'auraient jamais à aller en prison. De l'autre côté, beaucoup se sont indignés. Une grande partie de l'amende de 6 milliards de dollars était censée être consacrée à la lutte contre l'épidémie d'opioïdes. Mais il y a une lueur d'espoir. La réputation des Shackler est ruinée à jamais. Tous les musées auxquels la famille a fait don d'œuvres d'art ont retiré le nom de la famille de leur liste de donateurs, et leur nom a également été retiré des fondations auxquelles les Shackler ont fait des dons. Il existe même une série Netflix, Dope Sick, qui raconte l'histoire des machinations choquantes de la famille. Toutefois, on ne sait pas encore dans quelle mesure la décision sera mise à jour. La famille pourrait se voir infliger des amendes encore plus élevées, voire des peines de prison. Pourquoi ne pas nous dire dans les commentaires quelle punition vous semble juste et raisonnable pour les Shackler? Sinon, faites-nous part de votre point de vue sur cette grave question. Laissez un like si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous. Rendez-vous la prochaine fois, ici, sur Bon à Savoir.